Bienvenue dans cette nouvelle Podweek dédiée à la congélation de mes ovocytes. Après avoir lancé une FAQ sur Instagram où j'ai reçu pas moins de plus de 300 questions, je me suis dit que te raconter toute l'histoire serait trop longue en un seul épisode. Donc, j'ai décidé de faire 6 épisodes en mini-série pour reprendre les grandes thématiques. Mais avant de te parler de la thématique du jour, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup, moi et ma team. Et si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je te conseille vraiment de commencer par celui-là, parce que je te raconte pourquoi, à 34 ans, j'ai pris la décision de congeler mes ovocytes. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, en quelque sorte. Donc bien sûr, je vais continuer de t'expliquer la suite de mes aventures. Mais c'est surtout que j'ai reçu tellement de questions, mais aussi tellement d'idées reçues, finalement, que cet épisode-là, il est vraiment fait pour répondre à un maximum de questions. Pour te recontextualiser, je m'en suis arrêtée, donc, à mon nouvel an de 2025 à 2026 à Dubaï, où je prends cette fameuse décision par envie et non plus par colère ou par injustice. Le fait est que je rentre à Bali entre-temps, parce que j'ai pas mal d'amis qui passent la saison des pluies à Bali, comme beaucoup de digital nomades finalement. Et puis je me dis, bon, là en fait, le next step, la prochaine étape, comme me l'a dit du coup l'interne en gynécologie à Paris, a priori j'ai une réserve ovarienne plutôt basse. Donc je pense que psychologiquement, je me suis dit que le parcours allait être très long. Et donc la prochaine étape qui faisait sens, c'était de retirer mon stérilet. Le fait est que j'avais pris la décision de ne plus me faire suivre en France, parce que maintenant toute ma vie est à Bali. Et on m'a chaudement recommandé une gynécologue à Bali. Genre, toutes les expats ne parlent que d'elle, qu'apparemment elle est exceptionnelle, qu'elle maîtrise de ouf son sujet, etc., etc. Je me suis dit, ok, bah je vais y aller. Sauf que je me sentais pas d'y aller seule avec mon scooter parce que je me suis dit, potentiellement, on ne sait jamais si ça se passe mal pour X ou Y raison, que ça soit la gynéco ou mon corps qui réagit mal. Je préfère quand même y aller accompagnée. De là, j'en parle à quelques amis et j'ai une amie, Lou, qui se propose très gentiment de m'emmener et de me ramener et surtout de m'accompagner dans ce rendez-vous parce que en vrai j'étais quand même très stressée. Quand on connaît la douleur de la pose d'un stérilet, je me suis dit que la dépose allait être tout comme. Au final, on arrive. Alors Lou, j'adore parce que c'est vraiment mon amie, elle est genre tellement chill surtout que pour le coup, moi je suis rarement en panique complet, mais là je pense qu'elle a senti que j'étais vraiment stressée et qu'encore une fois ça a représenté quand même beaucoup de choses parce que bon, à la base, je devais enlever ce fucking stérilet avec mon ex et elle a quand même voulu remplacer mon ex quoi. Donc je me suis dit, bichette, elle va prendre tout dans la tronche. Et du coup, on arrive au rendez-vous. Je demande à Lou qu'elle m'accompagne vraiment dans la salle avec moi. On est entre girls, it's okay. Donc là, je rencontre ma nouvelle gynéco pour la première fois pour une dépose de stérilet. Donc forcément, comme c'est la première fois qu'elle me voit, elle me pose tout un tas de questions. Et forcément, je me rappelle d'une de ces questions qui m'avait quand même pas mal trigger, qui m'a dit Vous retirez votre stérilet parce que vous avez un projet de grossesse ?» Du coup, je me vois très bien répondre genre non, je n'ai plus de partenaire sexuel, donc je préfère retirer mon stérilet. Et je lui ai dit potentiellement en vue de faire congeler mes ovocytes. Mais j'avais pas trop envie d'en parler encore avec elle pour le moment parce que bah pas de confiance quoi, je la connais pas, je l'ai jamais vue, elle m'a pas encore manipulée, donc je voulais pas trop m'étendre sur le sujet. Au final, elle m'installe, elle me rassure et je vois Lou qui derrière le rideau me dit ça va aller, respire. J'avais l'impression que j'allais accoucher, c'était à mourir de rire. Et au final, j'ai pas le temps de vraiment réfléchir parce qu'elle me dit ok, you're ready, et en fait elle compte un 2 et là elle m'enlève le stérilet, donc moi je m'attends à ce qu'elle l'enlève à 3 pas à 2. Je pousse un cri et je pense que Lou se rappelle de ce cri parce que je n'ai jamais crié comme ça. En fait c'est pas vraiment un cri en mode genre ça fait hyper mal, mais c'est vraiment genre le cri que ton corps ne peut pas contrôler. Je me rappelle très bien qu'elle me montre mon stérilet et elle me dit vous voulez le garder en souvenir. J'étais là genre oula non, surtout pas celui-là, ça va aller merci. Et littéralement le rendez-vous a duré 5 minutes. La consultation, je sais plus combien j'ai payé, mais vraiment pas cher, j'ai dû payer genre 50 balles ou un truc comme ça. Et en fait je me rappelais que la gynéco de Paris m'avait dit que si je voulais rentrer dans le process, les 2 premiers examens qu'on allait me demander, c'est une échographie pelvienne de moins de 6 mois et un frottis de moins d'1 an. Et du coup, j'avais fait l'échographie pelvienne avec elle à Paris, mais j'avais pas fait le frottis parce que je me suis dit que j'allais le faire à Bali. Donc là, je demande à la gynéco, est-ce que c'est possible de faire un frottis? Elle me dit que oui, donc elle me fait le frottis. Les résultats arrivent 24 heures après sur WhatsApp, c'est ce que je trouve exceptionnel à Bali, et on me dit que tout est clean. Donc je me dis bon,
j'ai le truc sur l'échographie pelvienne, j'ai mon frottis qui est fait. Maintenant, il y a juste à attendre que mon corps fonctionne, entre guillemets. Et la gynéco à Bali m'avait dit, vous verrez, ça peut prendre entre 3 mois à 6 mois pour que votre corps refonctionne et que vous ayez du coup vos règles. Petit disclaimer, je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast, mais je n'ai jamais eu mes règles de ma vie. En fait, j'ai commencé à prendre la pilule très 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 jeune, avant même d'avoir mes règles, parce que j'ai eu des rapports sexuels avant d'avoir eu mes règles. Et du coup, ça n'a jamais déclenché mes règles. J'ai pris la pilule pendant une quinzaine d'années et ensuite je suis passée directement au stérilet hormonal qui n'a jamais déclenché mes règles non plus. Donc j'appréhendais quand même vachement ce moment-là. Et le fait est que j'avais prévu dans tous les cas de rentrer en Europe pour mon anniversaire cette année, puisque les autres années je les avais fait dans d'autres pays du monde. Et de là je me dis ok je vais rentrer et je vais faire mon anniversaire, it's fine. Et là je rentre du coup chez mes parents, le jour où j'arrive chez mes parents, j'ai mes règles. Donc j'ai les premières règles de ma vie et honnêtement ça m'a pas fait rire parce que j'ai du coup ce qu'on appelle des règles hémorragiques, donc ça veut dire que je pisse du sang, mais vraiment il n'y a pas d'autre terme que pisser du sang. Ça coule à foison, c'est-à-dire que chaque culotte de règles me dure 2 heures, donc il faut que je change mes culottes de règles toutes les 2 heures, donc il me faut un bon stock. Par contre, là où je suis très 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 chanceuse, c'est que c'est pas douloureux. Donc ça coule à flot, mais c'est pas douloureux. Donc je me suis dit ok, c'est là d'ailleurs où je me suis dit je vais peut-être me mettre au complément alimentaire du fer, parce que du coup perdre autant de sang, ça peut me faire de l'anémie, quoi, un manque de fer. Donc c'est comme ça que je me suis mise au fer. Et bon, alors du coup j'ai eu de la chance parce que j'étais avec mes parents, donc ils se sont grave occupés de moi, donc c'était trop cool. Après, je suis partie du coup faire mon anniversaire au Maroc avec mon meilleur ami. Et de là, en fait, je me suis dit, bon, bah mon corps a l'air de fonctionner. Je vais commencer à me poser sur la recherche de où je veux faire les examens. Sachant que, j'ai oublié de te préciser, mais j'avais déjà rayé de la liste la France pour la simple et bonne raison que, en fait, moi, je n'ai plus du tout de santé en France, je n'ai plus du tout accès à la sécurité sociale ni quoi que ce soit. Et du coup, c'était hyper dur de trouver une place où je paye mes soins et il y avait genre 3 ans d'attente, quoi. Et d'ailleurs, je parle à toutes les femmes qui pensent à faire congeler leurs ovocytes en France, il y a en moyenne 3 ans d'attente, en tout cas si vous n'êtes pas prioritaire par rapport à votre âge. Mais moi je savais que je voulais pas le faire en France et donc j'ai commencé à me renseigner ailleurs en Europe. Je me suis dit, Bali c'est pas un sujet, parce que en fait c'est pas beaucoup pratiqué et potentiellement j'avais peur que la congélation soit mal faite. Et j'avais pensé aussi à Cape Town. Alors à Cape Town ça se fait et c'est d'ailleurs pas très cher parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait, parce qu'ils ont pas spécialement besoin. Je pense que le taux de natalité est assez bon et surtout chez des femmes assez jeunes là-bas. Mais je me suis dit, bon, à Cape Town, j'ai quand même absolument rien, quoi. C'est pas ma résidence fiscale, j'ai pas de maison, j'ai pas d'attache, j'ai pas de proches. Bref, je me suis dit, finalement, le plus simple, c'est quoi? Ça reste l'Europe. Pas la France, mais l'Europe. Comme ça, si jamais j'ai besoin que mes parents ou mon frère et ma soeur m'accompagnent, je sais qu'a priori, ils vont rester vivre là-bas. Donc, make sense. Et là, je commence à me renseigner dans plusieurs pays, sachant que les 3 derniers pays que j'avais gardés en liste, c'était la Belgique, la Suisse et l'Espagne. Et que après, ça s'est joué en fait sur le taux de réussite. Et le pays qui a le meilleur taux de réussite, que ça soit dans la congélation ou dans la décongélation des ovocytes, parce qu'en fait les deux sont à prendre en compte, c'est l'Espagne. Donc mon choix se dirige vers l'Espagne, je commence à regarder toutes les cliniques qu'il y a en Espagne, et j'en shortlist principalement à Barcelone et à Madrid. Et là je commence à envoyer des mails, juste pour de la prise d'information. Comment ça se passe, c'est quoi les délais, c'est quoi le process, c'est quoi les contraintes, sachant que moi je vis en Indonésie, c'est quoi tout le traitement, quelles pourraient être les conséquences, enfin voilà. Là pour le coup, je pense que j'ai posé toutes les questions que tu te poses aussi à toutes ces cliniques, et elles ont toutes eu plus ou moins les mêmes réponses, ce qui m'a rassurée parce que je me suis dit bon, ça fait sens, tout me paraît logique, tout me paraît cohérent, et finalement rien me paraît très compliqué d'ailleurs. Et après ça s'est vraiment joué sur le taux de réussite de chaque clinique vs le prix qu'elle demandait. Parce que par contre pour le coup, le prix ça va du simple au double, et du coup j'ai fait une espèce de balance entre moi je suis ok de mettre ce prix là, et je reviendrai sur tout ce que m'a coûté la congélation des ovocytes dans un autre épisode, pour X% de résultats. Et donc, si j'en viens à ça, c'est que le sujet de l'épisode, c'est toutes les choses que finalement on ne sait pas avant de congeler ses ovocytes. Et alors, je crois que la question qu'on m'a le plus posée dans mes DM, dans la FAQ que j'avais ouverte, c'est comment ça se passe si on change d'avis. Et en général, quand on parlait de changement d'avis, parce que j'ai quand même posé la question aux filles, c'est je sais pas si je rencontre quelqu'un, comment ça se passe, est-ce que je peux les donner, etc., etc. Donc, bien sûr, tu peux rencontrer quelqu'un.
et être dans le process. Bien sûr que tu peux tomber enceinte naturellement et je te le souhaite et je me le souhaite parce que finalement le but quand tu fais ça, c'est de ne pas les utiliser. Vraiment, si tu peux t'en passer, c'est mieux. Et c'est vrai que souvent, on voit la congélation des ovocytes comme un plan B, en mode genre purée, le plan A n'a pas fonctionné, donc il faut que je me mette au plan B. Alors que moi, et tu le sais, du coup j'en parle dans l'épisode précédent, je vois vraiment ça comme une assurance. En fait, pour moi, tu vois, par exemple, en France, c'est obligatoire de souscrire à une assurance habitation. Bah, tu pries pour en avoir jamais besoin, mais potentiellement, tu pourrais en avoir besoin. Pareil quand tu pars en voyage, tu prends une assurance voyage. Tu pries pour qu'il se passe rien pendant ton voyage, mais tu sais que si t'arrive à quelque chose, bah t'as ça. Bah là, pour moi, la congélation des ovocytes, c'est la même chose. Je prie pour ne pas en avoir besoin, mais si j'en ai besoin, je sais que c'est là. Et je pense que ce qui m'a fait le plus de peine dans tous les DM que j'ai reçus, et là vraiment je me suis remerciée d'avoir suivi mon instinct, c'est que j'ai reçu quand même beaucoup de DM de femmes qui m'ont dit je regrette tellement de ne pas l'avoir fait et maintenant c'est trop tard pour moi. Parce que notamment en France, passé 37 ans, révolu, c'est trop tard. Donc il faut passer par d'autres voies, d'autres pays, etc. C'est encore un autre sujet. Mais c'est là où je me suis dit bon, je pense que j'ai fait le meilleur move pour moi et mon avenir encore une fois. Et ce que je trouve le plus beau, surtout en passant par l'Espagne justement, c'est que tu peux donner tes ovocytes. Et là, du coup, tu as plusieurs façons de les donner. Et c'est selon ton consentement, il faut vérifier tout ce qui va être légalité, il va falloir signer beaucoup, beaucoup de papiers. Mais je peux soit les donner à une femme qui ne peut vraiment pas avoir d'enfant sans ça, parce qu'elle en a pas, tout simplement. Et j'ai reçu aussi beaucoup de témoignages de femmes qui m'ont dit je remercierai jamais assez la femme qui a fait don de ses ovocytes parce que je pouvais vraiment pas avoir de bébé et aujourd'hui j'ai la plus belle fille du monde, etc., etc. Donc moi avec le plus grand plaisir de donner mes gènes à d'autres enfants sur cette planète. Et la seconde version du don, c'est de faire un don pour la recherche, ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Je vais pas te spoiler combien d'œufs on a pu me congeler, mais en tout cas si j'en ai pas besoin et que je tombe enceinte naturellement, je pourrais faire un don pour les deux versions des dons. Ce qui pour moi serait vraiment un très très beau cadeau de la Terre. Et vraiment juste, moi, devenir maman, c'est un rêve qui est dans ma bucket list depuis très 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 longtemps. Et de me dire que je pourrais réaliser le rêve d'une autre femme, c'est genre encore une fois une partie du pourquoi je me lève tous les matins, au même titre que j'aide mes élèves à devenir libres financièrement et géographiquement. C'est vraiment ce qui m'épanouit le plus de réaliser le rêve des femmes et des gens de manière générale. Donc voilà, comme ça tu sais que congeler ces ovocytes, eh ben, ça te permet d'avoir une garantie, une assurance. Et si jamais tu les utilises pas, tu sais que tu feras une bonne action. Et donc j'ai posé plein d'autres questions, mais il y en a que je vais garder pour d'autres épisodes, notamment sur la partie des injections, des médicaments à prendre, de l'hygiène de vie qu'il faut avoir autour de ce process-là. Mais le fait est que, après avoir posé toutes mes questions, je choisis une clinique qui a des excellents avis. C'est pas la plus chère, mais c'est clairement pas la moins chère non plus. Mais par contre, en fait, j'ai choisi celle qui a les meilleurs résultats, autant sur la congélation que sur la décongélation. Et donc de là, en fait, la clinique de Barcelone m'envoie une ordonnance pour faire une batterie d'examens. Enfin, quand je dis batterie d'examens, non, pardon. C'est une ordonnance pour faire en fait des prises de sang, mais on m'a prélevé vraiment beaucoup de sang. Il y a à peu près une quinzaine de lignes sur cette ordonnance-là à me faire tester. C'est une prise de sang à jeun que j'ai fait à Bali et qui m'a coûté 535 €. Je reviendrai dessus dans l'épisode sur combien ça m'a coûté, mais je voulais déjà le placer ici parce que je me suis dit, bon, en fait, là, je vais claquer 535 balles pour que si le résultat soit mauvais, potentiellement, je pourrais pas faire congeler mes ovocytes. Parce que ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est que si tes résultats sanguins ne sont pas bons, eh ben, tu ne feras pas de congélation d'ovocytes. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Le fait est que du coup, ils ont regardé mon groupe sanguin, mon bilan biologique, mon AMH. Ils recherchaient aussi des potentielles infections au VIH, aux hépatites. Ensuite, ils m'ont bien sûr demandé du coup la fameuse échographie pelvienne et le frottis. Bref, j'ai tout envoyé. J'ai tout envoyé et coup de bol, tout est nickel, j'ai aucun problème de santé, j'ai juste un tout petit peu de cholestérol, donc à surveiller, mais sinon c'est tout. Ils te font tester pour le diabète, enfin vraiment tout y passe. L'hôpital où je suis allée à Bali, exceptionnel, résultat ultra rapide, tout le monde hyper sympa, enfin en même temps au prix où tu payes, t'espères quand même. Et du coup de là, comme tous les résultats sont bons, elle m'envoie l'ordonnance pour le traitement. Et de là, elle m'explique comment se passe le traitement. Donc là, c'est assez simple à comprendre, c'est que elle m'explique qu'il faut que je déclenche le traitement à J2 de mes règles. Donc pas le premier jour de mes règles, mais le deuxième jour de mes règles. Et de là, du coup, j'ai un médicament à prendre tous les jours. Et pour les piqûres,
elle m'a laissé, entre guillemets, «le choix», dans le sens où elle m'appelle, donc là, c'était pas la médecin, c'était l'assistante du médecin de la clinique à Barcelone, qui me dit: «Écoutez, par rapport à votre échographie pelvienne, vu que vous avez une réserve basse», parce que du coup, il faut se remémorer que c'est l'échographie que j'ai faite avec ma gynéco de Paris quand j'avais encore mon stérilet. Elle me dit: «En vrai, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous faites la méthode forte avec 3 piqûres par jour pendant 15 jours et grosso modo, vous allez pas pouvoir bosser, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intense, mais potentiellement, vous allez avoir beaucoup plus d'ovocytes à ponctionner. Ou vous avez une piqûre par jour pendant 10 jours et vous avez en tête qu'il faudra faire un deuxième cycle dans les 6 mois qui vont arriver pour avoir un nombre suffisant d'ovocytes pour espérer un jour être maman. Sachant que le chiffre, mais encore une fois, c'est les chiffres que je donne pour l'Espagne. Donc moi, j'ai aucun chiffre sur la France, donc je pourrais pas répondre à tes questions sur la France. Mais les chiffres en Espagne, ils estiment que entre 8 à 12 œufs congelés, on est à peu près à 85% de chances de devenir maman, donc d'avoir au moins un enfant. Et moi, avec une réserve basse, on était plutôt entre 4 et 8. Et du coup, bah, elle m'a dit, en vrai, si vous êtes à 4, il faudra anticiper un deuxième cycle pour sûr. Et si vous êtes à 8, on vous redemandera, on vous laissera le choix, mais on vous conseillera quand même de monter jusqu'à 12 parce que à 12, on est vraiment à 85%. Donc on n'est même pas à 100%, tu vois. Et là, en fait, je lui dis que je préfère accepter d'avoir un deuxième cycle et du coup de repayer une deuxième fois. Mais en fait, je savais à peu près à quoi m'attendre avec 3 piqûres par jour. Grosso modo, j'allais plus ou moins être alitée. C'était beaucoup trop de contraintes pour moi. En plus, du coup, j'étais pas à Barcelone, donc il faut savoir que je savais que j'allais devoir prendre un avion pendant mes piqûres pour arriver pour la ponction. Et du coup, là, je me suis dit, si je suis en chaos technique physique, ça va pas être possible. Donc, du coup, je lui dis, bah, partons sur une injection par jour pendant 10 jours. Mais alors, par contre, l'injection, elle était quand même bien dosée, quoi. C'est-à-dire que moi, un tube de solution me durait 3 jours, alors qu'en moyenne, ça durait 6 jours, donc le double pour d'autres femmes. Mais bref, c'est un détail. Mais je trouve quand même qu'il y a sa petite importance. Et donc de là, bah en fait, j'ai juste à attendre que mes règles arrivent. Et donc j'anticipe. Et c'est à ce moment-là que je vais rentrer en Europe. Donc très récemment là, en me disant ok, pour le prochain cycle, je suis ready. Et du coup, j'ai d'ailleurs acheté tous les médicaments en France. Donc pareil, combien ça a coûté, je te réserve ça pour l'épisode sur combien m'a coûté tout le process. Mais ça me rassurait de commander les médicaments en France parce que je savais pour sûr que ça allait être normé à l'européenne et que comme ça, en arrivant à la clinique, ils me disent pas ah non mais votre dernière piqûre ça va pas parce que vous avez pris le produit en Asie ou je sais pas quoi. Donc bref, c'est encore une fois un choix de ma part. Je dis pas que c'est forcément le bon. Sans doute que j'aurais payé beaucoup moins cher les médicaments en Indonésie, mais j'avais quand même très peur qu'ils soient pas aux normes. Et alors une autre question qui est beaucoup revenue et qui fait sens et qu'on m'a posée, c'est par rapport au virus Zika, donc qui est un virus qui est transmis par un moustique, parce que de toute façon le moustique est encore ce qui tue le plus aujourd'hui par année sur cette planète. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce virus, si t'es vraiment dans un projet de grossesse soon, et que t'es exposé en fait dans le pays où t'es, donc moi en Indonésie c'est le cas, ils peuvent aussi te refuser parce que c'est beaucoup trop dangereux en fait pour toi et pour un futur bébé. Le fait est que moi je leur ai dit que dans tous les cas c'était pas du tout un projet immédiat et que j'avais même jamais eu l'indingue, donc le Zika encore moins. Et du coup voilà, mais c'est aussi pour ça qu'ils m'ont dit que entre guillemets plus jeune tu le fais, mieux c'est. Et d'ailleurs ils m'ont dit à partir de 35 ans ça commence à être un peu chaud. Donc quand ils m'ont dit ça j'étais là genre mon dieu, heureusement que je me suis écoutée et que je l'ai fait là à 34 quoi. Donc je te dis pas du tout ça pour te créer de l'urgence ou te faire peur parce qu'en fait on a toutes des corps différents. Je te révélerai dans un autre épisode du coup le résultat de ma ponction parce qu'on est vraiment toutes différentes et je me suis forcée à ne pas écouter les histoires des femmes à qui on a déjà ponctionné leurs ovocytes parce que vraiment je me suis rendu compte que ça pouvait être du simple au double au triple à rien du tout. Et du coup ça a retiré quand même pas mal d'idées reçues parce que ça reste quand même le process où j'aurais encore pu dire ah bah non finalement je le fais pas parce que tu vas voir en fait les questions arrivent au fur et à mesure que tu te mets vraiment dans le process, tu vois, quand tu commences à devoir commander les médicaments et que tu regardes un peu les médicaments, que c'est en mode genre ouf, ok. Quand tu connais le schéma, que tu vas devoir te piquer, et nanani, nanana, quand tu vois le budget, quand tu vois les conditions, quand tu vois le taux de résultat, bref, tu vas passer par plein de phases. Mais il y a quand même des questions que moi je m'étais posées qui sont en fait des vraies idées reçues, que je voulais un peu te casser pour, si tu as envie de le faire, que ça puisse te donner un max d'infos pour que tu puisses prendre ta décision en pleine conscience.
Donc déjà, je m'étais dit que d'enlever mes ovocytes, ça revenait à les enlever de ma réserve pour plus tard. En gros, je me suis toujours dit qu'on avait un nombre précis d'ovocytes en nous et que la clinique allait venir me les prendre à l'intérieur et que, en fait, une fois qu'ils sont pris, puis il y a plus rien, quoi. Alors qu'en fait, au début de chaque cycle, tu as certains follicules qui se développent et ces follicules se développent en ovocytes et tu as un ovocyte par cycle qui va jusqu'à l'ovulation. C'est tout un process, hein, si tu sais pas comment ça fonctionne le corps humain, je t'invite à demander à Chat. Et d'où l'importance aussi de congeler entre guillemets encore une fois le plus rapidement possible parce que moi du coup j'ai congelé des œufs qui ont l'âge de 34 ans. Donc ça veut dire que si j'en ai besoin un jour, quand je vais me les injecter, ils auront 34 ans. Alors certes mon corps aura vieilli et dans tous les cas ça reste un sujet, mais le fait est que c'est quand même mieux que de compter sur des œufs de 35, 36, 37, 38 où on sait que tu en auras moins et potentiellement de moins bonne qualité. Mais c'est encore une fois 2 sujets différents. Et la question qu'on m'a posée aussi, et c'est normal qu'on se la pose, mais celle-ci, j'avais pas la réponse, donc j'étais allée demander à ma clinique entre-temps. Est-ce que du coup, comme on retire tous ces ovocytes, potentiellement, ça peut accélérer le phénomène de ménopause? Parce que notamment, moi, j'avais une amie à l'époque, elle avait 35 ans, elle était en préménopause et ça avait un lien avec son projet de grossesse où justement, elle avait dû faire une ponction aussi, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que ça ne déclenche absolument aucune préménopause ou ménopause. Entre guillemets, ça n'a rien à voir, quoi. Et alors, du coup, la troisième idée reçue que moi j'avais, c'était de me dire, en fait, à partir de X œufs congelés, j'ai X% de chance de devenir maman. En soi, il y a des statistiques qui sont faites, il y a des études qui sont faites, mais c'est pas garanti. Déjà, ce qu'il faut savoir, et que j'ai pas précisé, que j'aurais dû préciser avant, mais tu sais, mes épisodes ne sont pas scriptés, hein, j'y vais vraiment go to the flow. C'est qu'en fait, en Espagne, ils pratiquent une technique de congélation ultra rapide qu'on appelle du coup la vitrification. Donc déjà, il y a une nuance à avoir sur congélation et vitrification. Et alors, je sais pas si toutes les cliniques qui font de la vitrification en Espagne, mais en tout cas, moi, j'ai choisi ce protocole-là parce que quand j'en ai contacté plusieurs, elles m'ont toutes plus ou moins parlé de cette technique-là qui semblait vraiment bien parce que comme c'est ultra rapide, les probabilités de perte d'œufs au moment de la congélation sont beaucoup plus minimes que quand tu le fais en France, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'ils ont ce protocole ultra rapide de congélation qu'on appelle donc vitrification, en fait, derrière, tu as tout le process qui va arriver plus tard et que du coup, je peux pas encore te raconter parce que j'espère encore une fois ne pas en avoir besoin. Mais en général, t'en as quand même beaucoup qui meurent à la décongélation. Forcément, quand tu décongèles quelque chose, c'est jamais agréable, le froid l'a maintenu en vie, donc potentiellement, le trop plein de chaleur peut le faire mourir. Ensuite, dans ceux qui auront survécu à la décongélation, tous ne seront pas fécondés. Donc ça veut dire qu'ils vont pas tous accepter de s'accrocher en gros en toi. Sur ceux qui vont décider de s'accrocher, ensuite il faut que ça devienne des embryons. Et ça, pareil, tous les embryons ne sont pas viables. Ça veut dire que tu as des embryons qui vont déclencher des maladies, ce genre de choses. Donc là encore, tu as à nouveau une perte. Et une fois que tu as un ovocyte qui a survécu à la décongélation, qu'on t'a fécondé, qu'il a pris, qu'il est devenu un embryon et que cet embryon est viable, même si l'embryon est viable, t'es pas sûr d'avoir une grossesse. Parce que justement, il faut que le truc il reste accroché et bien accroché. Et c'est là où on rentre dans les sujets qui, moi, peuvent me stresser, mais comme il me manque un bout d'utérus, l'embryon a moins de place pour s'accrocher et se développer. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir pas mal d'œufs à congeler pour se laisser le max de chance. Et comme je te l'ai déjà dit et je te le répète, le nombre ne veut pas forcément signifier la qualité. Et ça, on le verra si un jour j'utilise. Voilà, donc moi, ça c'est mon expérience à moi encore une fois. J'ai pas la prétention de dire que j'ai fait les meilleurs choix pour ce process-là. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que dans le prochain épisode, je vais t'expliquer du coup les 10 jours de piqûres que j'ai effectués. À quoi ressemble le traitement, quelle est l'hygiène de vie demandée par les médecins, comment ça s'est passé mes interlocutions avec la clinique à Barcelone, sachant que du coup j'ai fait toutes mes piqûres en France, comment bien s'entourer, qui choisir, et tout ce qui se passe en fait dans la tête pendant 10 jours avec cette montée d'hormones en puissance. Donc ça je te raconterai tout ça dans l'épisode de demain.